Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, on va partir en vacances en voiture électrique. C'est la rediffusion de la conférence que j'ai fait au salon Remove, organisée par la Fédération Fauve. Et franchement, je voulais remercier Stéphane Semeria, Christophe Leroy et toute l'équipe qui nous a fait passer un super bon moment à la Ferté-Gaucher sur le circuit automobile. Voilà, donc les images ont été faites avec les moyens du bord, donc avec mon iPhone, ainsi qu'avec l'appareil photo de Damien No de MK9 Productions, qui a eu la gentillesse de surveiller un peu tout le matériel. Par contre, on a eu un petit souci technique en ce qui concerne l'audio, donc désolé, il n'est pas de la qualité que je voulais, mais ma foi, on fera avec. Voilà. Et maintenant, je vous propose d'y aller. Allez. Voilà, donc je vais vous emmener en vacances en voiture électrique aujourd'hui. Je vous en prie, le train n'est pas encore parti, ni l'avion. Donc voilà, alors je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Didier, j'anime une chaîne qui s'appelle The Choucroute Garage sur YouTube. Alors il y a beaucoup de fidèles de la chaîne qui sont présents. Comment passer de bonnes vacances en voiture électrique? Alors, on va parler de vacances en voiture électrique, mais on va parler tout simplement comment passer éventuellement de bonnes vacances, quel que soit le véhicule que vous allez utiliser. De quoi qu'on va causer? Parce que finalement, les vacances, pour beaucoup, c'est un concept qui est différent d'une personne à l'autre. Mais dans tous les cas, nous aujourd'hui, de quoi qu'on va parler, c'est de vacances, certes, mais on va également parler de technique, parce que la technique de la voiture électrique va apporter des particularités dans vos vacances qui ne sont pas forcément négatives. On va voir. Et on va surtout parler de techniques simples, parce que je ne vais pas vous noyer avec des schémas, avec des explications. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous donner des clés pour vous permettre de passer de bonnes vacances. On va parler de prévoyance, à savoir comment on organise des vacances sans se retrouver dépourvu sur le bord de la route avec des problèmes qu'on aurait pu éviter. Et on va surtout parler de faits réels de la vraie vie, c'est-à-dire des choses qui arrivent réellement et comment elles arrivent réellement. Ça, vous allez voir par rapport à ce qui va venir, c'est très important. Parce que de quoi on ne cause pas? Je ne suis pas ici pour faire de la polémique. Je ne suis pas ici pour opposer la voiture électrique à la voiture thermique, à l'hydrogène ou à quoi que ce soit. Chacun a ses opinions et il est clair qu'aujourd'hui, si on veut réussir à fédérer, il faut arrêter les polémiques. Il faut expliquer les choses et laisser les gens faire leur choix. Donc je ne suis pas là du tout pour ça. Donc, je ne suis pas là pour les préjugés, c'est-à-dire les préjugés pour ou contre la voiture électrique. Parce que, en général, ici, sur Remove, on est quand même beaucoup d'électromobilistes et on a souvent des préjugés négatifs sur les gens qui n'aiment pas la voiture électrique. Ça non plus, il faut trouver une certaine souplesse pour finalement donner un avis objectif et pas trop passionné, parce que souvent, ça fait l'effet inverse de ce qu'on aime. Voilà. Donc on ne remet pas en question les choix personnels et surtout on ne parle pas des théories fumeuses. On baisse sur le nez. Bon, maintenant, comment on fait? Comment on fait pour passer de bonnes vacances en voiture électrique? Eh bien, il y a une méthode qui est infaillible, ou presque. Parce que rien n'est parfait dans notre monde. C'est être bien préparé. Ça, c'est la clé pour toutes bonnes vacances, c'est de les préparer à l'avance. Toujours être prêt. Imaginons les vacances d'été à la mer. Super, on arrive à la fin de l'été, à la fin de l'année scolaire, l'année de boulot. On part en vacances, super, on va quitter la foule. Ah ouais, mais zut. Non, la foule, en fait, on va l'emmener avec nous. On va partir ensemble, tous ensemble en vacances. Toute la grande communauté urbaine, on part tous en vacances. Et puis, après, heureusement, on a les vacances. Sur place... Ah ben non, ils sont aussi là aussi. Bon, après, ça c'est un choix. En hiver, vous me direz, c'est un peu la même chose. Hein, on part, mais bon, ça doit être un peu mieux. Mais non, la vallée de la Tarentaise, au moment
des vacances d'hiver, ben, tout le monde connaît, hein. Tous ceux qui ont été au ski doivent connaître au moins une fois. Et puis sur place, ben, en gros, c'est à peu près la même chose. Je vous en prie, allez-y. Ah bah tiens, il y en a un qui est équipé. Donc voilà, de toute façon, après, ça c'est un cas de vacances, qui n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le pire cas. Et c'est de celui-là qu'on va parler. C'est-à-dire que c'est la situation où si vous avez des enfants, vous avez envie de les emmener à la mer, en été, pas en hiver, parce que finalement, en hiver c'est beaucoup moins sympa, ben, vous allez devoir rentrer dans des contextes comme ça. Et ça, il faut éviter au maximum ben, de faire les choses mal et de ne pas préparer les choses, parce que sinon, ben, vous allez passer de super mauvaises vacances. En tout cas, un super mauvais trajet. Parce que le voyage le plus court n'est pas forcément mieux. Et c'est ça qui compte. Avec la voiture thermique, on a pris l'habitude d'avoir des autonomies de 800 km, de partir, de s'énerver, d'être dans les bouchons, d'avoir les enfants qui pleurent parce qu'ils voudraient bien aller aux toilettes et puis que ben, on n'est pas dans l'horaire. Tout ça, on l'a plus ou moins tous vécu. Et ben, si on prend une petite famille, 2 enfants, papa, maman, et donc cette petite famille a une voiture électrique. Mais bon, ce pas des gens qui ont forcément énormément de moyens. On va dire, on prend une voiture moyenne, ils ont un Kia Niro. Ce Kia Niro, ben, il va devoir les emmener en vacances sur une distance de 750 km. Ils habitent, petite famille habite en région parisienne, et ils vont en vacances sur la Côte d'Azur. Bon, jusque-là, on est bon. Allez, ici, je vous en prie. Donc, vous savez comme moi que quand on va en vacances, on prend un camping, un hébergement type gîte, etc., on va avoir toujours des impératifs. Et il y a un impératif qui arrive souvent, c'est la réservation du dimanche après-midi au dimanche midi. C'est pour ça que vous avez sur la route les troupeaux de personnes qui descendent, parce que c'est les hôteliers qui, eux, vont rentabiliser leurs réservations. Donc les réservations se font du dimanche au dimanche. Donc la majorité des personnes, ben, ils vont partir le dimanche matin pour aller le dimanche soir pour arriver à destination. Ok? Donc, voilà ce qui est prévu. Donc notre petite famille se dit, on va partir à 6 h du matin. Parce que 6 h du matin, sortie de région parisienne, allez, on est en été, c'est un dimanche matin, ça va passer, on aura peut-être un peu de bouchon, mais on sortira assez facilement et on roulera bien. Notre petite famille va dire, bah voilà, Google Maps me dit il y a 8 heures de route, et moi je calcule 1 heure de charge. Mais comment est-ce qu'on va calculer 1 heure de charge? Alors il va calculer 1 heure de charge. Ben, cette recharge, il va falloir la calculer en fonction de la technologie. Et donc en fonction de ce qui est capable d'accepter la voiture et des systèmes de réseau de charge. Donc le client lambda qui ne connaît rien en voiture électrique, il va dire, moi ma voiture, elle a 64 kWh. Ok. Et elle recharge sur Ionity à 350 kW. Ce qui veut dire que ma recharge, elle va durer 11 minutes. Je crois que vous avez compris. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Parce que ça, c'est ce qu'on pourrait imaginer quand on regarde les caractéristiques techniques. Mais en fait, non. Parce que la voiture, en elle-même, elle est limitée à 77 kW. Donc ça, ce sera ma vitesse de recharge maximum. Ça ne veut pas dire qu'elle va recharger à cette vitesse-là tout le temps. Et ce ne sera sûrement pas le cas. Je vois Jean-Marc qui secoue la tête, qui connaît très bien le Niro, ou le Issoul, qui ont la même technologie. Si je fais 77 kW et je divise mes 64 kWh, ça me dit 50 minutes. Pas comme ça que ça marche. Non plus. Mais bon, notre père de famille, quand il organise son truc, il va dire, voilà, moi j'ai eu une recharge. Parce qu'il y a 435 km d'autonomie. 435 km d'autonomie, j'ai un trajet de 750 km.
Donc je suis à 1,72 charges. Ça veut dire que je vais partir avec l'autonomie maximum. Quand je serai à vide, je vais recharger au maximum. Donc je vais mettre 50 minutes, donc je mets 1 heure, comme ça on est tranquille. Donc je fais un arrêt d'1 heure et j'arrive donc à destination avec les 28% restants des 2 charges. Devinez quoi? Ça ne marche pas non plus. Ça marche pas comme ça. Bon. Une batterie, en fait, quand vous allez la charger, elle va avoir une capacité de charge qui va être dépendante de plusieurs facteurs. Premier facteur qui est très important, c'est la température extérieure. Là, aujourd'hui, on est en situation estivale. Même, ça va bien, quoi. Par contre, je vous ai quand même mis la courbe pour l'hiver. Parce qu'en hiver, quand vous allez partir de chez vous et que vous allez rouler par moins 10 degrés sur une autoroute, même en roulant à 100 ou 110 km/h, votre batterie, elle est sous la voiture. Qu'est-ce qu'elle va faire, la batterie? Elle va se refroidir. Et il est tout à fait possible que vous arriviez sur place, malgré l'échauffement des moteurs et la chaleur intrinsèque de la batterie liée à sa décharge ou à sa charge, en fait, sa température ne sera pas suffisante. Et vous allez peut-être vous retrouver ici. Et si vous vous retrouvez ici, là c'est 77, là vous êtes à 25. Donc jusqu'à ce que la température de la batterie soit remontée, vous serez à 25. Donc vous allez déjà perdre du temps. Mais en plus, si on est en été comme maintenant, vous avez une batterie qui, elle, là-haut, elle recharge bien. Mais vous avez roulé. Et si la batterie n'est pas suffisamment refroidie, ben, la température de la batterie va monter et donc la puissance de recharge va baisser. Ce qui veut dire que si vous avez une voiture comme une Nissan Leaf qui accepte 50 kW, elle acceptera 50 à la première charge, 40 à la deuxième, 30, 20, etc. Parce qu'elle n'a pas de gestion thermique de la batterie. Lorsqu'on prend les voitures modernes, c'est-à-dire le e-Niro de notre petite famille, en hiver, il risque d'y avoir un problème de température, mais pas en été. Donc là, ils sont partis en vacances d'été. Le matin, ils partent, il fait 20 degrés, à 30 degrés dans la journée. Ça, c'est la température de la batterie, et, parce que la batterie est sous la voiture. Il faut savoir que certains constructeurs, pour les charges ultra rapides, vont également réchauffer les batteries, comme Tesla. Ils vont monter entre 40 et 50 degrés, parce que c'est lié à leur technologie. Après, ça dépend, ces températures-là, ça dépendra réellement de chaque marque. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que donc, notre petite famille, plus elle va recharger avec une batterie vide, donc plus la batterie est vide, plus ce sera facile de la charger, plus ce sera rapide. Et à partir de 50%, voire même un peu avant, à 40%, la puissance de charge va commencer à décliner. Et pourquoi elle décline? Alors, je vous donne un exemple. Vous prenez un pneumatique. Pneumatique, un ballon de plage, peu importe. Ce que vous avez à recharger, quand il est vide, vous mettez une pompe à pied ou une pompe à main, c'est très facile de la recharger. De gonfler, de rajouter de l'air. C'est pareil qu'une batterie vide. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de contre-pression et donc ça génère peu de chaleur. Sachant que la chaleur, c'est du rendement. C'est-à-dire que tout ce qui est évacué en chaleur est perdu. C'est de l'énergie perdue. Donc, vous allez monter à votre pression intermédiaire, ben, il y aura de plus en plus de contre-pression qui vont empêcher plus d'air de rentrer dans votre pneumatique. Et ben, une fois que c'est quasi plein, ça va générer beaucoup de chaleur, mais vous n'allez quasiment plus rien rajouter en pression. Pour une batterie, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire que plus la batterie est pleine, moins on a de facilité à la charger, mais surtout, plus la température liée à la charge va être importante. Et donc, on va consommer de l'énergie pour la gestion thermique de la batterie, ce qui fait que la puissance de charge va encore être plus diminuée. Et aujourd'hui, en fait, on sait que si vous faites un grand trajet, l'idéal, c'est de vous arrêter là, 80%. Donc ne chargez pas à 100% lors d'un grand trajet. 80% suffisent. Il vaut mieux faire 2 arrêts à 80% qu'un arrêt à 100%. Sachant que, ici, au début, donc au moment où vous êtes à une charge la plus basse, gardez toujours
10-15% en fonction de la taille de votre batterie en sécurité. Au cas où une borne ne fonctionne pas, par exemple. Ou vous êtes à une borne Unity où vous avez 5 heures d'attente, eh ben, peut-être que ça peut être intéressant d'aller dans une borne qui soit à 5 km de là, que personne ne connaît, parce que personne n'a préparé son trajet entre-temps. Donc, on a 50 minutes de 10 à 80%, ce qui correspond à 45 kWh. L'autonomie sur autoroute d'un Kia Niro, je suis parti sur 20,5 kWh, qui correspond à peu près à mon expérience à 110 km/h. Moi, c'est ce que j'avais avec mon Niro quand j'étais en voiture de service. Jean-Marc? Non, moi je fais entre 16 et 18. Entre 16 et 18. Bon, là, moi, je suis parti sur 20,5 parce que c'est ce que j'ai environ Oui. avec la voiture que j'avais et peut-être aussi l'autoroute, ça dépend comment tu es, quoi. Oui, ça dépend dans quel sens. Ça dépend dans quel sens. Donc, 220 km à 110 km/h, ça fait 2 heures de route. Et la sécurité routière nous dit bien, montez-vous toutes les 2 heures. Donc, 2 heures de route. Allez, on y va. On démarre à 100% de la batterie. Donc, au moment où on s'en va, on essaye de la charger au maximum. On va arriver à une charge de 80% à 280 km environ. Ensuite, on va charger à 80%, ce qui va nous amener jusqu'à un arrêt à 400 km. Une charge à 80% qui va nous amener à 620 km. Et enfin, une dernière charge qui va nous amener à 750 km. Mais comme on n'a fait que 130 km sur les 220, et ben, il va nous rester 30% de batterie. Ce qui vous permet de rester sur place et de ne pas être obligé d'aller quémander une prise tout de suite à votre hébergeur. Donc, ce qui est prévu en vrai, eh ben, on arrivera à 17h30. Pour le retour. Retour, c'est le dimanche 10h, parce qu'on a pris le petit déjeuner le matin, le temps de charger la voiture, empaqueter les enfants, puis bisous. On commence, on rentre. Arrivée prévue à 19h30 en tenant compte des mêmes types d'arrêts. Ça, c'est une formule idéale, mais c'est ce qui est prévu. On va parler de la réalité. Parce que tout ça, c'est une belle utopie. Mais vous partez en retard, c'est la faute des gosses, madame a oublié de mettre des chaussures dans la voiture, le doudou du petit est introuvable, on ne trouve pas les clés de la voiture, on a oublié de couper le frigo, il faut d'urgence faire. Enfin, vous avez compris. On part à 7h30, ça commence déjà super mal, parce que 1h30 de retard au départ, ça veut dire 4 heures de retard déjà au minimum à l'arrivée, parce qu'il faut se débrouiller avec les bouchons. Donc là, on n'est pas bien. Donc départ 7h30, voilà, bouchon à Paris, la borne de recharge qui ne fonctionne pas, ça commence à s'énerver. 1 heure d'attente au péage. Vous allez passer un super voyage. Hein. Pour le retour, c'est pareil. Alors là, par contre, on part à 10h. Hein. Pas question de se faire avoir. On part à 10h, comme c'était prévu. Ah bah non. Il y a du monde. Tout le monde a fait comme vous. Hein. Tout le monde veut rentrer au même moment. Donc ça va être journée noire. 3 heures d'attente aux bornes, etc. On ne va pas faire de dessin. Vous allez rentrer, vous allez être dans cet état-là. Donc c'est bien, vous aurez passé 15 jours de vacances à vous reposer et vous allez rentrer plus stressé que quand vous êtes parti. Bon, alors maintenant il y a un exemple. Je vais vous donner un exemple. Soyez créatifs quand vous allez créer vos départs en vacances. Voyez-le comme déjà une prévision. Prévoyez ce que les autres vont faire, ce qu'on vient de faire là, et prévoyez ce que vous pouvez faire pour éviter tout ça. Souvent, quand on travaille, quand on est salarié, on travaille tous le samedi. Si vous ne travaillez pas le samedi, partez le samedi. Partez le samedi après-midi, 13h30. 15h, parce que même topo qu'on a vu tout à l'heure. Et vous faites à peu près la moitié du trajet. Environ. En fait, vous allez partir avec vos 100%. Vous allez faire 3h30, 4 heures de route. Vous arrêtez dans une chambre d'hôte où il y a une prise pour la nuit. Ça n'a pas besoin d'une grosse prise. Hein. C'est en gros ce qu'on a fait ici pour les exposants avec les bungalows. Moi, j'ai récupéré 65%, 70%
ma batterie sur une prise domestique. Sachant que c'est une voiture avec une batterie un peu plus grosse que j'ai une batterie de 85 kWh. Donc sur le Niro, faire un 10-80% en une nuit, c'est limite. Mais on va pouvoir au moins être à 60-65. Donc on repart sur la route le lendemain, dimanche, 8h. Sauf qu'au moment où on part à 8h, on a 4 heures d'avance sur tout le gros de la troupe. Donc vous arrivez à 16h30 avant les bouchons. Et à 23h30, quand vous êtes en train de siroter votre petit cocktail sur la plage, vous avez les voisins, tiens, de la ligne du pont qui arrive, t'as vu la gueule qu'ils font? Et ils sont partis ce matin, eux. Voilà. Donc le résultat, finalement, c'est que vous avez passé un bon voyage. Pour le départ, ok, vous pouvez obtenir encore le lundi en congé. Ce qui souvent est mieux quand on vient de se taper 750 bornes, parce que s'il faut bosser le lendemain, en général, on n'est pas très bien. Donc, prendre un jour de congé en plus et se dire, on va partir à 15h. C'est-à-dire que on va charger la voiture, on va libérer la chambre, puis on va aller manger au restaurant, on va aller un peu à la plage. Généralement, il y a des douches à la plage, où il y a souvent des... Et puis, on va partir à 15h, plutôt que de partir à 10h comme tous les autres. Donc tout le monde, le gros de la troupe est parti. Et le gros de la troupe, il est en avance. Seulement vous, il ne faut pas que vous les rattrapiez. Pour ne pas les rattraper, il ne faut pas faire tout le trajet. Pareil, vous faites 3h30, 4h, vous arrêtez dans une chambre d'hôte au milieu. Vous avez de quoi charger pour la nuit. Alors pour peu qu'en plus vous trouviez un endroit où il y a une petite fête foraine, comme souvent en été, des endroits un peu touristiques, des endroits un peu sympas pour les enfants, finalement, ça permet de passer une belle soirée, une belle dernière soirée de vacances. Et puis, le lundi matin, vous partez à 8h. Alors je sais, lundi 8h, rentrer dans Paris, mais vous allez en fait rentrer vers 10h, 10h30. Hein. Vous allez arriver après l'heure de pointe, vous allez arriver pour midi à la maison, vous déchargez la voiture, et vous aurez passé des vacances comme ça. Parce qu'en fait, vous aurez passé des vacances qui auront duré plus longtemps qu'avant. Parce que à partir du moment où vous sortez de chez vous, vous êtes en vacances. Avec ça. Alors que autrement, vous n'êtes en vacances que quand vous arrivez à destination. Pas pareil. Hein. Ouais, mais bon, vous étiez en repas de famille, cousin Weber, 15 jours avant, il dit ouais, mais ça va pas, non, ça coûte super cher quoi, de le faire comme ça. T'imagines pas? Comment ça, super cher? Bah oui. Ah, ça grève encore le budget des vacances. Hein. Bah, vous allez partir à 100%, vous allez faire une charge à 80, une charge à 80, une charge à 80 et une arrivée à 30%. Votre trajet, globalement, je suis parti sur les tarifs EDF moyens, hein, donc tarifs réglementés, donc de 16 centimes du kilowattheure pour le départ. Et ensuite, je suis parti sur les nouveaux tarifs Unity qui seront mis en application à partir du 2 juillet, je crois, qui est de 69 centimes du kilowattheure sur une borne 150 ou 350 kW. Sachant que si on est sur une borne 50 qui est un peu plus lente, ce sera encore moins cher. Donc, globalement, vous allez avoir un voyage qui vous aura coûté 103 € d'électricité grâce à la recharge Unity. Pour ce que moi j'ai prévu, vous partez pareil à 100%, vous avez une recharge Unity, vous avez ici au kilomètre 400, vous allez faire un arrêt dans un gîte. Un gîte d'étape, c'est 35 € la nuit en moyenne. On en trouve très facilement même à 30. Mais bon, on va dire, vous prenez 35, vous avez emmené les thermos et tout pour le petit déjeuner, donc vous avez 0 frais. Et ils vont vous demander par exemple 5 € la charge de nuit, quand ils vous en demandent. Donc ça va vous coûter 40 balles. Et au final, vous aurez encore une recharge le lendemain. Ce qui fait que vous êtes à 117,34 € par trajet. C'est vachement plus cher. Donc cousin Weber, il avait raison. Ouais. Il avait raison, cousin Weber. Mais moi, pour la différence de prix, je vais être très sincère avec vous. Hein, pour faire ça ou ça, moi je préfère faire ça pour 15, 20 balles, voire même 50 balles de plus. Hein. Je pense que, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas,
C'est ça. Alors, comment on fait pour préparer? Pour préparer, moi j'ai toujours une méthode qui est systématique. C'est quelque chose que je fais de manière totalement automatique, malgré que j'ai une Tesla. Donc la première chose que je fais dans la prévision du trajet, c'est d'utiliser un Better Route Planner. Pourquoi j'utilise un Better Route Planner? Parce que ça, alors déjà en fonction de la voiture que je vais utiliser, mais un Better Route Planner permet de programmer une recharge avec n'importe quel véhicule qui est vendu en Europe en l'occurrence. Et Google Maps ou Apple Plan, pourquoi je les utilise? C'est pour avoir un visuel. C'est-à-dire que souvent, vous avez des avis. Quand vous programmez une recharge, vous allez sur Apple Plan, et puis il vous dit, tiens, à côté, il y a un restaurant. Mais il y a les avis de Google qui vont vous dire, ouais, non, mais là, le restaurant, il est pourri, machin. Des fois, ça vaut le coup de décaler une petite recharge de quelques kilomètres, de quelques dizaines de kilomètres, pour avoir un endroit agréable. Donc, c'est simplement prendre 5-10 minutes à programmer vos arrêts pour avoir les arrêts les plus agréables possibles. Ensuite, je prévois mon arrêt en cours de route. Je vais voir sur les sites de Airbnb, Gîtes de France, Booking. J'essaye de trouver un truc sympa, qui soit ludique, pour les gens qui voyagent avec moi. Je m'assure que j'ai tous les câbles et chargeurs nécessaires. Ensuite, ça c'est super important dans la préparation. C'est-à-dire que je vais bien contrôler que j'ai mon câble T2, je vais bien contrôler que j'ai ma carte ChargeMap, station E ou autre. Bref, ce que j'ai besoin pour charger, je vais être sûr qu'au moment où j'arrive devant la borne, je ne suis pas pris au dépourvu. Et je prévois l'imprévu. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un plan A. Mais tout le monde le sait, c'est que les plans A, ça marche 9 fois sur 10, mais il y a toujours la 10e fois où ça pose toujours des problèmes. Donc là, j'utilise l'autre application que beaucoup d'électromobilistes connaissent, c'est ChargeMap. Et je vais aller sur chaque borne de recharge que j'ai sélectionnée pour mon trajet, et je vais regarder ce qu'il y a dans un rayon de 15-20 km autour. Pourquoi? Parce que mon plan B, ici, c'est si la borne ne fonctionne pas, si elle est occupée, s'il y a trop d'attente, eh bien, j'ai toujours une borne qui est proche, suffisamment proche pour que je puisse l'atteindre avec ce qui me reste de batterie. Voilà, ça c'est la deuxième chose que je fais avant de faire. Et surtout, à la fin, pour prévoir l'imprévu, je m'assure d'avoir au moins les applications dans mon téléphone quand je n'ai pas les cartes. C'est d'avoir les applications qui sont utiles à la fois pendant le trajet, mais sur place aussi. Je vous donne un exemple. Quand je vais en vacances, je vais généralement dans le Vercors. Et dans le Vercors, il y a des bornes. Il y a beaucoup de villages du Vercors qui ont des bornes, qui font partie du réseau e-borne. Et le réseau e-borne demande d'avoir une application spécifique. Mais ça, ChargeMap vous aura permis de le déterminer. Soit vous utilisez la carte ChargeMap, mais comme l'application est gratuite et que la recharge est moins chère avec l'application sur place, eh ben, je télécharge l'application avant et puis je me prépare. Et comme ça, je sais que sur place, j'ai un moyen de recharge. Donc, un trajet bien prévu est un trajet qui va se passer mieux, et un imprévu anticipé sera moins stressant que s'il n'est pas prévu. Donc, en conclusion, pour passer les bonnes vacances en voiture électrique, premièrement, soyez toujours très prévoyants. Je sais que c'est une contrainte par rapport à une voiture thermique, où on a tellement de services que finalement, on a perdu un peu cette habitude de prévoir. Mais, on va dire que vous tombez en panne avec une voiture thermique, que vous avez besoin d'une assistance autoroute pendant les vacances. Croyez-moi, pour l'avoir vécu une fois, c'est tout aussi stressant. Prenez votre temps. Parce que quand on part en vacances, c'est pour ne pas être stressé comme on l'est pendant les périodes de travail. Et quand on prend le temps de vivre, une heure de retard, une demi-heure de retard, qu'est-ce que ça change? Si on a passé une mauvaise journée à cause d'une heure de retard et qu'on a plutôt prévu un voyage un peu plus long mais qui est agréable,
globalement, vous aurez perdu une journée de bonheur, entre guillemets, et qui ne reviendra pas. Parce que si vous avez passé une sale journée, ben, c'est une journée perdue. Et vous ne la récupérerez jamais. Ayez toujours plan B. Que ce soit pour les bornes de recharge, que ce soit pour les trajets, que ce soit pour les commodités. Toujours avoir un plan B. C'est super important, toujours. Surtout quand vous allez dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude. Si vous faites chaque année le même voyage, au bout d'un moment, ce sera bon. Vous aurez trouvé les meilleurs plans. Mais surtout, n'oubliez jamais que les vacances ne commencent pas lorsqu'on arrive à destination. Les vacances, elles commencent quand on a décidé d'arrêter de se stresser. Donc, les vacances, c'est aussi un moment de plaisir du moment qu'on le décide, pour le voyage également. Voilà, sur ce, il me reste à vous souhaiter bonnes vacances, de bonnes filles dans les montagnes.